quand vous parlez des ingénieurs, vous dites qu'ils sont pas très, comment dire, qui font des choses pas très bien, comme la fusion nucléaire. Vous dites que c'est pas bien, mais les ingénieurs, du coup, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Enfin... Bon, moi je pense qu'il faut tous et toutes les décapiter. Vraiment? Non, alors en vrai, je suis ingénieur moi-même de formation et mon fils veut devenir ingénieur. Donc c'est pas vrai en fait. Voilà, je suis pas pour qu'on les décapite tous. Non, bien sûr que non. En fait, si tu veux, ce que je veux dire, c'est comme sur le prosaïque. Bien sûr que l'ingénierie est nécessaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, il y a à découvrir, et je suis bien content, comme tout le monde, quand je vais à l'hôpital, qu'il y ait des machines très perfectionnées qui permettent de nous soigner. Donc il n'est pas question, si tu veux, de tuer l'ingénierie. Mais le problème, c'est pas que les ingénieurs existent. Le problème, c'est qu'ils ont pris toute la place. Le problème, c'est que dès qu'on fait face aujourd'hui à un problème, à une interrogation, à un non-sens, à quelque chose qui nous pose difficulté, on le rabat sur une question d'ingénieur. Alors qu'en fait, l'essentiel de nos problèmes, c'est des problèmes politiques, ou des problèmes poétiques, ou des problèmes esthétiques, c'est-à-dire liés à la beauté, et pas des questions d'ingénieur. Tu vois, quand il y a un conflit, par exemple, et qu'il y a une guerre, c'est pas très intéressant de faire des bombes qui sont issues du commerce équitable, ou qui sont en matériaux biologiques. Non, la question c'est, est-ce que oui ou non, on veut se taper sur la gueule et faire mourir des enfants? C'est une question politique, c'est pas une question ingéniérique. Et je trouve qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est pas, bien sûr, la faute des ingénieurs. C'est notre faute collective, où pour ne pas penser les choses importantes, c'est-à-dire où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, eh bien on se dit continuons à l'identique, sans aucune interrogation, et laissons faire les ingénieurs. Et ça, c'est dramatique, parce que les ingénieurs, ce qu'ils font, ils le font avec talent et avec brio. Et donc, ils optimisent tout ce qui existe. Alors ça marche avec la 5G, que j'avais critiquée à l'époque, mais la 6G, elle est déjà prête, et la 7G, elle est déjà conçue. Donc, en fait, les ingénieurs, ils font des trucs. En fait, ça sert à rien. Si vous vous rappelez de la 4G, la génération d'avant de téléphonie mobile, on pouvait faire exactement la même chose. Vous pouviez regarder des films en streaming haute définition. Ça ne sert absolument à rien d'autre qu'à précipiter la machine de mort qu'est le productivisme économique. Donc en fait, on le fait, mais on ne se demande pas pourquoi on le fait. Donc ma réponse, si tu veux, c'est que bien sûr, les ingénieurs sont légitimes, mais qu'il faudrait qu'eux aussi réfléchissent à la finalité, et il faudrait qu'eux aussi fassent leur métier en poète. Alors quand je dis il faudrait, c'est un peu prescriptif, après tout ils font ce qu'ils veulent. Mais moi je crois qu'on peut tout faire en poète. Parce que bien sûr qu'on peut faire de l'ingénierie en poète. C'est-à-dire avec ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qui s'extrait de la production aveugle. On peut tout faire en poète et on peut tout faire au contraire en contre-poète. Y compris l'astrophysique. Hein. Moi, mon métier, on pourrait se dire « Ah bah l'astrophysique, c'est magnifique ». Pas du tout. Pas du tout. Les astrophysiciens, et moi le premier, on est prisonniers du productivisme, on fait des articles, on fait des conférences, on fait des formations, on est pris dans la machine. Très rares sont celles et ceux qui font leur métier en poète. Et donc, à mon avis, le vrai problème, c'est pas l'ingénierie, c'est la manière dont on l'a fait. D'accord. Pourquoi citez-vous la société comme une prison? J'ai pas entendu la quoi? La société comme une prison. Ah, la société comme une prison. Oh, je pense que c'est pas toujours vrai. Hein. La preuve, tout à l'heure, normalement, on va sortir et normalement, aucun d'entre nous ne va dormir entre les barreaux ce soir. Non, mais si tu veux, sérieusement, alors peut-être que j'ai dit ça, je m'en souviens plus, c'est sans doute une caricature ou une exagération. Tu as raison de rappeler que parfois il faut faire attention au sens littéral des mots. Mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est qu'il y a deux types de prisons. Tu vois, il y a la prison explicite, qui est vraiment, tu as des barreaux, tu ne peux pas sortir, tu es interdit de liberté de déplacement. Bon, ça, on sait ce que c'est, et évidemment, heureusement, pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. Et puis il y a la prison implicite, c'est celle-là dont je parlais. Ce que j'appelle prison implicite, c'est en fait, tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne t'en rends même pas compte, mais en fait, ta liberté est extrêmement diminuée de par l'environnement dans lequel tu es. Par exemple, aujourd'hui, du simple fait que là, tu habites à Paris, si tu veux aujourd'hui voir un autre être vivant qu'un homme, un pigeon, un chien ou un chat, bah, ça va être dur. Alors, c'est pas une prison au sens où ce n'est pas parce que tu es entre des barreaux, parce que tu es libre, tu peux marcher dans la ville. Mais n'empêche que quelle que soit la manière dont tu marches dans la ville, tu ne vas pas rencontrer un guépard.
C'est comme ça. Donc si tu as envie ce soir de voir un loup ou de voir un lion, bah, c'est raté. Donc c'est un peu ça la prison implicite, si tu veux. C'est celle qui fait qu'en réalité, notre mode... Alors là, je prends un exemple caricatural hein, avec le lion et le loup. Mais au-delà de ça, tu vois, en fait, on a tellement normé notre manière d'exister qu'en fait, on a oublié qu'en fait, il y avait plein de manières différentes de marcher dans le monde. Alors, marcher au sens métaphorique, hein, il n'y a pas seulement se déplacer, mais faire des rencontres, par exemple, qui ne sont plus tellement possibles dans notre monde. Tu vois, c'est la prison symbolique. Je ne connais pas ta famille, je ne connais pas tes parents, mais bien sûr, souvent, bien sûr, bah, on ne se mélange pas trop, parce que le monde est conçu comme ça, et c'est vrai aussi pour mes enfants à moi. Bah, ils rencontrent qui? Bah, les gens qui sont du même milieu que moi, du même environnement que moi. C'est inévitable que ça se passe comme ça. Et donc, en fait, les gens avec lesquels tu parles, bah, c'est essentiellement des gens qui te ressemblent beaucoup. Et je jette la pierre à personne. On a structuré la société comme ça. Mais c'est quand même une prison, au sens où tu ne reçois que des idées qui sont extrêmement peu nombreuses par rapport à toutes celles qui sont véhiculées par l'esprit humain. Et donc, c'est peut-être en ce sens-là, je me souviens plus bien, mais que j'ai utilisé ce mot de prison, de société comme une prison. Si tu veux, c'est une sorte de prison douce. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la violence parce qu'elle ne nous est pas imposée par les armes. Il n'y a pas un policier avec un pistolet qui vient nous obliger à le suivre et à mettre les menottes. Mais on a quand même, en réalité, des menottes parce qu'on est tellement endoctriné comme ça aux algorithmes. Tu sais, ces petites vidéos TikTok, par exemple, on peut avoir l'impression que c'est une grande liberté, mais en fait, elles disent tellement rien que, à mon avis, ça relève vraiment, tu sais, d'un mécanisme de drogue. Alors là encore, c'est une image, parce qu'il y a la drogue dure, la cocaïne, machin. Bon, ça, c'est encore pire, bien sûr. Donc, je parle pas de la drogue au sens où tu prends des choses horribles et il t'arrive des choses horribles. Bon, ça, il faut pas le faire, bien sûr. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi une forme de drogue douce. C'est moins grave, parce qu'on peut les fermer et on s'en sort plus facilement. Mais ça relève quand même, si tu veux, d'une addiction qui fait que quand tu attends le bus avec tes parents, bah, au lieu de regarder le monde, quoi, et de voir que l'arbre, bah, il a des feuilles qui ont changé de couleur, de voir que ce matin, il n'y a pas que des pigeons, mais il y a un merle, qu'on en voit un peu moins, etc. Bah, en fait, tu es en train de regarder ton mur Facebook, tu vois, et tu es dans cette prison de verre que constitue le flux d'informations nulles, voilà, qui nous submerge en permanence. Oui, j'ai beaucoup apprécié la partie convaincante au début de la conférence. Sauf que, en tant qu'adolescent, on est arrivé dans un monde où la pollution et le réchauffement climatique sont déjà des gros problèmes. On est déjà en phase d'anéantissement final. Et donc, je ne pense pas en compétence de pouvoir empêcher la déforestation en Amazonie ou le rejet de molécules toxiques dans la Seine. Donc en tant que militant qui tient une conférence justement sur que faire, qu'est-ce que vous répondriez à un adolescent qui vous demande que faire face au réchauffement climatique, à la pollution, à l'anéantissement de la biodiversité, etc. Oui, bah, tu as raison, hein, bien sûr, c'est des questions très lourdes et moi j'essaye d'être vraiment très prudent là-dessus parce que je veux surtout pas m'enfermer dans voilà, comme ça dans le rôle de prophète, tu vois, qui dirait aux gens faites ce que je vous dis. Je pense être prudent et modeste et humble en vous disant commencez par réfléchir et c'est déjà énorme et peut-être essayer d'habiter poétiquement le monde et c'est encore plus gigantesque. Ensuite, je crois que c'est très important alors j'avais appelé ça de façon un peu prétentieuse, là pour le coup, fractaliser la lutte. Donc tu sais, une fractale, c'est une structure mathématique qui est intéressante à toutes les échelles. Donc tu la regardes de loin, elle est intéressante, tu la regardes de près, elle est intéressante, tu la regardes de très 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 près, elle est encore intéressante. Et donc ce que je voulais dire par là, c'est que moi je pense qu'il ne faut pas marcher en rang. C'est-à-dire que, bon, personnellement, j'ai un peu réfléchi, j'ai une vision, je vous la livre ce soir, on est d'accord, on n'est pas d'accord. J'ai des amis qui sont parfois beaucoup plus encore impliqués que moi, qui ont une vision très différente, qui pensent au contraire qu'il faut absolument tout chiffrer, il faut faire des bilans en permanence, il faut essayer d'avoir des applications pour connaître l'impact en termes de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, etc., de chacun de nos gestes. Moi, je crois qu'ils ont tort, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut absolument essayer. Le seul geste dont on est sûr aujourd'hui, me semble-t-il, qu'il n'a pas de sens, c'est de continuer à l'identique.
Après, la bonne direction, sincèrement, moi je la connais pas en fait, et toi non plus sans doute. Mais on a des espèces de ressentis, et je pense que ce qui est très important, c'est qu'on utilise les armes qu'on maîtrise. Voilà. Donc moi, je parle un peu parce que bon, je sais pas si je le fais bien, mais en tout cas, c'est ce que je sais un peu faire. Et peut-être il y a des gens qui sont plus à l'aise avec le militantisme, du genre distribuer des tracts, faire des sites web, ou simplement discuter avec les amis, mais dans l'intime plutôt que de le faire dans l'espace public. Moi, on m'a beaucoup reproché de ne pas m'engager en politique. Mais en fait, si tu veux, c'est une raison très simple. C'est que premièrement, je pense que c'est pas là qu'il se passe les choses importantes. Et ensuite, quand tu fais de la politique, il faut tout le temps penser à plaire. Et je trouve que c'est catastrophique, parce que si on s'en prend à Saint-Thomas, ben on ne plaît pas. Mais moi, je m'en fiche, je ne cherche pas à être élu. Donc, mais néanmoins, il y a des gens bien qui font de la politique. Généralement, plus on monte dans le niveau, plus c'est des gens qui sont peu intéressants ou peu honnêtes. Mais quand vous regardez à petite échelle, au niveau des villages, etc., il y a plein de gens qui deviennent maires parce que vraiment, ils y croient, quoi. Ils ne sont pas là pour s'enrichir. Hein. Quand tu es maire de village, généralement, tu ne deviens pas riche. Donc, il y a plein de gens qui font de la politique avec de bonnes intentions. Ils ne sont pas tous corrompus, c'est pas vrai. Bon, et donc tout ça pour dire que, je suis désolé, c'est une réponse un peu vaseuse, mais ma réponse c'est que je crois qu'il faut faire ce qu'on sait faire. Voilà. J'ai des amis à Extinction Rébellion, des mouvements comme ça. Alors bon, comme vous êtes jeune, je vous le conseillerais pas. Vous verrez quand vous serez majeur. Bon, en vrai, c'est pas bien méchant. Hein, c'est pas des gens qui posent des bombes. Hein. Bon, ils font des actions de désobéissance civile soft, mais bon, je le conseillerais pas à des enfants en tout cas. Mais bon, moi j'y crois pas trop. Voilà, moi je l'ai jamais fait, j'ai jamais été avec eux, je suis pas sûr que ce soit utile. Mais c'est pas grave, ils essayent des trucs et franchement c'est pas bien méchant, hein. C'est pas des éco-terroristes comme on dit. Bon, si on empêche les gens de consommer pendant 1h30, ils vont s'en remettre, hein. Personne va mourir. Donc je crois vraiment qu'il faut essayer ce qu'on sait faire. Moi je trouve que se demander où on veut aller, c'est vraiment le truc le plus radical et ça marche à tous les niveaux. Tu vois, dans mon propre métier par exemple. Moi c'est dur de sortir du productivisme. Tu vois, moi je publie des articles, je fais des conférences, j'ai des étudiants, des doctorants, des collègues, et c'est valorisant. Tout autour de toi te dit, plus vous avez d'impact, plus vous avez réussi votre vie. Et donc c'est dur de se dire, mais en fait c'est pas vrai ça. Moi quand j'ai voulu faire de la physique, c'était pour comprendre comment marchait le monde, c'était pour comprendre les rouages du monde, c'était pour comprendre le sens des théories, c'était pas pour multiplier des articles, des publications qui sont prestigieuses, mais dont je sais très bien qu'en fait elles changent pas notre vision globale du réel. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant. Bon, mes collègues au laboratoire, pour qui j'ai beaucoup d'estime, hein, bon, ils font des bilans carbone. Ils essayent de classer, par exemple, là j'ai vu cette semaine dans mon laboratoire, ils essayent de classer les fournisseurs en fonction de qui émet le plus de CO2 pour le même service rendu, qui en émet le moins. Je trouve ça louable. Moi ça m'intéresse pas. Je pense que c'est pas ça qui va nous sauver. Mais je pense que je veux pas jeter la pierre à ceux qui le font, si tu veux. Et donc, essayons là où on sent qu'on est un peu capable de le faire. Ça sera déjà pas mal.